Et au moment où cette dame m'a remis Basile dans les bras, j'ai ressenti exactement la même émotion que lorsque les sages-femmes m'ont mis mes bébés sur le ventre. Enfin, je l'avais pas du tout anticipé, j'étais hyper émue. Bienvenue chez Baby Safe, le podcast où nous explorons les thèmes délicats entourant la parentalité extraordinaire. Dans cet épisode, nous abordons la question de l'adoption d'un enfant en situation de handicap. Adopter un enfant, c'est déjà un parcours exigeant, mais lorsqu'il s'agit d'un enfant ayant des besoins spécifiques, cela demande une préparation et un engagement d'autant plus fort. Un projet d'adoption appelle à être bien entouré et surtout à se poser les bonnes questions. Pour explorer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Nous écouterons tout d'abord Sarah, maman de 4 enfants, qui a réalisé ce projet hors norme avec son mari. C'est ainsi que Basile, né sous X en France, a rejoint leur famille l'année dernière à ses 18 mois, transformant profondément leur quotidien. Bien que cette nouvelle aventure ait apporté son lot de défis, Sarah ne regrette rien et nous raconte le parcours d'adoption de Basile, ce 5e enfant qui a trouvé sa place au sein de leur foyer. Ensuite, nous entendrons Laetitia de Watrigan, référente adoption pour l'association Tombée du Nid, qui nous parlera de son rôle auprès des familles. Ayant adopté elle-même un enfant porteur de trisomie 21, elle connaît bien les difficultés que devront surmonter les couples. Écoutons tout de suite Sarah qui nous explique comment est née cette envie d'adoption. C'est un désir d'enfant, en fait. On avait la chance d'avoir eu 4 enfants. Pour des raisons médicales, il fallait plus que je sois enceinte. Mais on avait un grand désir d'accueillir encore un enfant. Et donc, la possibilité s'est ouverte d'adopter un enfant. Et c'est une question dont on avait déjà parlé 10 ans plus tôt avec mon mari. Et forcément, le sujet est revenu sur la table. Avant de vous lancer dans l'adoption, aviez-vous déjà été sensibilisé au handicap ? Alors nous, on s'est abonné à une revue qui est destinée à des parents ou des familles de personnes handicapées bien avant que notre enfant n'arrive chez nous. On a fait des week-ends avec l'association À Bras Ouverts qui accueille des jeunes porteurs de handicap pour des week-ends. On a fait cette démarche en famille pour que nos enfants puissent eux aussi vivre ces moments-là. Donc on était préparés, peut-être plus que d'autres parents, oui, on n'était pas prêts, mais on était préparés. Lorsque vous avez reçu le dossier de Basile, qu'avez-vous découvert à son sujet ? Alors quand on a reçu le dossier de Basile, on n'avait pas beaucoup d'infos. On avait 10 jours devant nous à partir d'une page A4 recto verso pour dire si ça correspondait aux limites qu'on s'était fixées à froid de ce que nous pouvions accueillir ou de ce que nous ne sentions pas d'accueillir. Donc ça, qu'est-ce qu'on a ressenti ? Un peu de panique en fait. Basile est un enfant qui a été confié immédiatement après sa naissance au service d'adoption. Basile, il était très très mal en point à sa naissance parce qu'il pesait 1,6 kg. Il n'était pas capable de respirer seul et il ne pouvait pas s'alimenter seul du fait d'une énorme fente palatine qui aujourd'hui est encore nourrie par sonde gastrique avec ce qu'on appelle une gastrostomie. Voilà, ça c'est une première chose de l'histoire de Basile. La deuxième chose, c'est qu'il est né avec une toute petite tête. On sait qu'à terme, il y aura probablement des difficultés à l'école. Le fait d'avoir été confié si jeune a-t-il laissé des séquelles chez votre fils ? Alors chez Basile, c'est sûr qu'il y a des séquelles psychologiques importantes. On estime qu'avec notre fils, quand il angoisse, quand c'est pas la personne habituelle qu'il couche, quand c'est pas la bonne couleur de couette, quand il y a quelqu'un qui sonne à la porte et qui sait pas qui c'est, et que ça le fait vomir d'angoisse, nous on estime que c'est de l'ordre du handicap affectif. Donc les séquelles, elles sont énormes. Ne pas avoir de parents pendant 18 mois, être ballotté d'hôpital en hôpital, ne pas avoir de fil rouge de personnes à qui s'attacher. Et en plus, avec de la souffrance physique, ça laisse des séquelles absolument monstrueuses. Et nous, quand on voit les séquelles qu'il y a chez Basile psychologiquement, on est assez émerveillé de la manière dont il s'en sort. Oui. Cette adoption a-t-elle modifié votre perception du quotidien d'un enfant en situation de handicap ? Alors, ça n'a pas changé ma compréhension de la réalité du handicap dans la vie d'un enfant. En revanche, ça a changé fondamentalement notre regard sur les parents d'enfants handicapés. Parce que ça, c'est un truc qu'on n'avait quand même pas beaucoup mesuré. C'est à quel point c'est chaud pour les parents, à quel point on court partout, à quel point on se bat pour faire soigner nos enfants. Le fait que le handicap, en fait, prend toute la place. C'est pas seulement un rendez-vous d'orthophonie, en fait. C'est se dire que toute la journée, il faut faire attention à ce que Basile soit suffisamment hydraté, à calculer les horaires de repas, parce qu'avec une sonde gastrique, les repas sont interminables, et donc il faut caler les choses de manière très précise. Ça, ce côté du handicap qui bouffe beaucoup de place dans la vie des parents, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Et c'est une réalité qu'on a vraiment découverte et pris un peu de plein fouet dans la figure, je veux dire, à l'arrivée de Basile. Comment avez-vous réussi à créer un lien avec Basile en tant que maman ? C'est pas d'un coup, ça devient la chair de ma chair, ça s'est fait progressivement par des étapes, par le temps passé avec nous. Ça s'est fait aussi par sa capacité, lui, à comprendre qu'on était ses parents. Et puis, ça se fait quand même par une démarche très administrative qui s'appelle le jugement d'adoption plénière,
En fait, quand l'enfant arrive dans une famille parce qu'il va être adopté, ses parents ne sont pas officiellement ses parents. Cet enfant, il est placé dans une famille en vue d'adoption. Et donc nous, notre Basile, à ce moment-là, il était placé chez nous en vue d'adoption, mais son prénom, c'était toujours son prénom de naissance, c'est-à-dire Eden. Son nom de famille, c'était toujours le nom de famille qui a été donné par les services sociaux. Et en fait, toute la paperasse, toute la prise de rendez-vous, les ordonnances, la carte vitale, etc., étaient toujours à Eden. Et donc nous, on jonglait avec les deux identités. Alors, vous prenez rendez-vous pour votre fils. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Basile, mais mettez Eden. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, ça nous a pas empêché de nous attacher à notre enfant, mais ça a quand même constitué un petit frein. À partir du moment où on a eu le jugement d'adoption plénière, là, c'était parti pour toujours. Il y a une émotion quand même similaire que j'ai ressentie entre l'arrivée de mes enfants fait maison et l'arrivée de Basile. Le jour où on est pour la dernière fois allé dans la famille d'accueil après un temps d'adaptation de 10 jours, la dernière fois qu'on est allé dans cette famille d'accueil pour récupérer Basile et toutes ses affaires, et au moment où cette dame qui avait eu Basile pendant 9 mois chez elle m'a remis Basile dans les bras, j'ai ressenti exactement la même émotion que lorsque les sages-femmes m'ont mis mes bébés sur le ventre. Et ça, c'était très... Enfin, je l'avais pas du tout. Oui, j'imagine. Anticipé, j'étais hyper émue. Vous parlez régulièrement à Basile de son histoire. Pourquoi est-ce si important ? C'est important pour Basile comme pour nous de parler librement de son histoire, parce que ce serait lui voler une partie de la clé des explications, en fait, de ce qu'il vit. Quand il angoisse et qu'il sait pas pourquoi, parfois nous, on sait pas pourquoi non plus. On sait pas quelle est la source de cette angoisse-là, mais on lui dit en fait, t'as vécu des choses terribles, t'as été hyper courageux, tu t'es débrouillé sur un navire dans une tempête alors qu'il n'y avait pas de capitaine de navire sur ton bateau, c'est génial, bravo, t'es arrivé jusqu'ici. Mais en attendant, quand ça tangue, c'est dur pour toi, et donc il a besoin de l'entendre. Quand on lui dit, oui, en fait là, ça te rappelle peut-être l'hôpital, ça te rappelle peut-être une opération que t'as vécue, et nous on n'était pas encore là, on aurait bien voulu être là, mais on n'était pas là. Il nous écoute avec une attention qu'il n'a jamais dans d'autres moments. Avez-vous traversé des moments de doute au cours de ce parcours ? Il y a eu un moment, moi, où j'ai cru que j'allais sombrer. C'est juste avant que Basile n'arrive chez nous. On pouvait encore dire non. Et je me suis dit, mais est-ce que je vais dire non ? J'avais tellement peur, en fait, d'accueillir cette merveille. Donc oui, il y a eu des moments de doute. Qu'est-ce qui vous motive, même dans les moments difficiles ? C'est mon enfant. C'est ça qui me motive. C'est notre fils. Merci Sarah pour ce témoignage empreint d'amour envers votre fils Basile. Pour approfondir notre compréhension, nous accueillons maintenant Laetitia de Watrigan, référente adoption pour l'association Tombée du Nid, qui nous révèle les questions les plus fréquemment posées par les familles prêtes à accueillir un enfant porteur de handicap. C'est essentiellement pour avoir des réponses très pratiques à toutes les questions qui peuvent se poser sur des choses vraiment très terre à terre de ce qu'ils vont pouvoir vivre durant la période qui va précéder l'adoption de leur enfant, la période d'adaptation et puis également la période une fois qu'ils auront leur enfant chez eux. Lors de notre premier échange, vous avez insisté sur l'importance pour les couples de bien définir leurs limites dans leur projet d'adoption. Pourquoi cette réflexion est-elle essentielle ? Pour moi, essentiellement, c'est important parce que il faut que cet enfant se sente bien au sein de sa famille et il faut qu'il n'y ait aucune réticence, aucune peur pour que ça matche. Il faut que ça fonctionne. Le pire des drames serait de se dire au bout de quelques jours, quelques semaines, en fait, je m'en sens totalement incapable, c'est trop pour moi. Donc, en effet, il faut vraiment connaître ses limites. Alors, c'est vrai que c'est triste de temps en temps de se dire j'accepte pas tel handicap alors que je sais qu'il y a des enfants en attente d'handicap et tout. C'est très difficile. Mais je suis convaincue que c'est le secret de la réussite. Une fois le désir d'adopter affirmé, le parcours pour obtenir l'agrément commence. Est-ce une étape particulièrement complexe sur le plan administratif ? Alors, sur le plan administratif, c'est quelques dossiers, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Je pense que sur le plan émotionnel, ça peut l'être plus parce que vraiment l'objectif est que la famille, le couple ait bien compris tout ce que cela implique. Donc de temps en temps, on peut se sentir totalement mis à nu. Notre enfance va être revue, va être remise sur la table, nos relations avec nos parents, nos relations en couple, nos relations avec nos enfants. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de se dévoiler et de se dénuder complètement devant des personnes qu'on ne connaissait pas il y a quelques jours et il y a quelques mois. Nous vraiment, c'est ce qu'on dit aux couples qui viennent nous voir et qui n'ont pas encore entamé leur démarche d'agrément. On leur dit vraiment, soyez naturels. Cherchez pas à cacher quelque chose. De toutes les façons, ils nous trouveront.
Vous n'avez rien à cacher et puis ça se verra. Donc, il faut être le plus naturel possible. Justement, le téléphone sonne. Et bonne nouvelle, l'agrément est obtenu. Une nouvelle phase s'ouvre pour les familles, celle de l'attente. Comment cette période peut-elle être vécue ? Là, dans cette attente, on ne sait pas, en fonction de l'agrément qu'on aura, il y a des couples qui ont des agréments pour des enfants qui vont jusqu'à 6-8 ans. Mais c'est pas pour autant qu'on ne leur confiera pas un bébé. Donc, il y a cette incertitude qui est déjà un petit peu lourde à porter. Là, on se dit qu'on a un agrément, c'est super, mais on ne sait pas du tout combien de temps ça peut durer. Ça peut durer 15 jours, ça peut durer quelques mois, ça peut durer plusieurs mois, ça peut durer plusieurs années. Et psychologiquement, c'est compliqué de se dire que il faut attendre que quelqu'un nous appelle. Et là, quand la famille est appelée, curieusement, tout s'accélère. Ça va très vite et en plus, il y a vraiment l'aspect émotionnel qui rentre en compte et qui fait que on est un peu noyé dans tout ce flot, on n'ose pas y croire. Parce que typiquement, quand on nous appelle, en règle générale, le département donne une tranche d'âge, mais pas forcément l'âge exact, souvent le sexe, et surtout, c'est ce qui les importe, ils donnent vraiment le handicap de l'enfant, pour savoir si, en effet, il y a toujours pas de réticence vis-à-vis de la famille, et s'ils sont toujours en adéquation avec leur notice d'agrément. Si on voit que ça peut coller, le département va leur dire « on va vous passer en conseil de famille, mais vous ne serez pas la seule famille que l'on va présenter et proposer pour cet enfant. Donc surtout, vous emballez pas ». Et puis, à l'issue de ce conseil de famille, qui aura déterminé la famille qui correspondra à l'enfant et à qui on va confier l'enfant, là, dans ces cas-là, on va vous appeler. Et on va vous dire, en gros, ça va dépendre des départements, mais on va vous dire, dans 48 heures, il faut que vous soyez dans nos locaux. On vous présente l'enfant, et puis, vous allez suivre une période d'adaptation. Et donc, ça peut durer 8-15 jours, suivant vraiment ce que le ressenti de l'enfant, du couple et tout. Et donc là, en effet, il faut être hyper dispo, parce que 48 heures après, il faut partir, et quand on revient avec l'enfant. La famille devra-t-elle parfois faire face à des difficultés chez l'enfant liées à son passé ? Oui, alors il faut en avoir très conscience, en effet, parce que je pense que ça va dépendre du degré de handicap de l'enfant, de sa vie passée et de son traumatisme éventuel. Il y en a qui ont peut-être changé de famille d'accueil, il y en a qui sont passés de pouponnière en famille d'accueil, enfin il y en a qui ont eu des milieux de vie différents durant leurs quelques mois, voire leurs quelques années de vie avant d'être adoptés. Donc, je pense que tout ça va jouer. Ensuite, je me souviens très bien que l'assistante sociale et la psychologue du département dans lequel était né notre enfant nous avaient dit, n'oubliez jamais que le plus gros handicap de votre enfant, c'est pas son handicap, c'est pas sa trisomie 21, c'est son abandon. Et malgré tout ce que l'on peut faire, c'est une plaie qui ne se refermera jamais. Alors on peut essayer de la penser au maximum, mais je pense vraiment que à certaines époques de la vie de l'enfant, il y aura des traumatismes qui remonteront à la surface. Avez-vous un dernier message pour les familles qui se questionnent aujourd'hui au sujet d'un projet d'adoption ? Oui, c'est un parcours qui est difficile, ça c'est sûr, mais ça peut aussi très bien se passer. Et puis l'issue est tellement joyeuse. Et moi je me souviens de quand on a adopté notre enfant. Je me souviens de mon mari quand on a été faire sa connaissance, de mon mari me disant j'aime de la même façon tous nos enfants, mais c'est vrai que cette adoption, j'ai l'impression d'être sur le même pied d'égalité que toi. T'as pas accouché cette fois-ci. Et en effet, les relations du coup sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, on le voit assez bien avec lui. Dans la relation, on le voit assez bien avec ce petit dernier qui a une relation hyper forte avec son père. J'ai envie de dire à ses parents que malgré les difficultés qu'on peut connaître au quotidien, faut pas se leurrer, on n'est pas au pays de oui, tout n'est pas facile tous les jours, bien évidemment, mais juste de voir le sourire de cet enfant et de se dire que on a rendu un enfant heureux et on lui apporte tout l'amour qu'il aurait pu ne jamais avoir, c'est la plus belle des récompenses.
Merci Laetitia pour tous vos conseils. Comme vous le savez, BabySafe est bien plus qu'un simple podcast, c'est une solution d'assurance collective innovante, issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents aidants et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur babysafe.solution, le site de la première et la seule solution d'assurance collective pour les parents aidants d'un enfant né grand prématuré ou avec un handicap. Vous pouvez retrouver le lien du site dans les notes du podcast. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de BabySafe.